15e chant. Athéna donc avait rejoint l'ample Lacédémone pour faire songer au retour l'illustre rejeton du magnanime Ulysse et le presser de repartir. Elle vit Télémaque et le brillant fils de Nestor étendu sous le porche de l'illustre Ménélas. Le Nestoride était vaincu par un tendre sommeil, mais Télémaque, loin d'en goûter la douceur, veillait, ne songeant qu'à son père, à travers la divine nuit. Athéna aux yeux pères, debout à son chevet, lui dit « Télémaque, il ne convient plus d'errer loin de chez toi, en laissant ton avoir et ta maison à la merci de pareils insolents. Prends garde qu'ils ne se partagent et ne te mangent tout, rendant ton voyage inutile. Demande au vaillant Ménélas de hâter ton retour, si tu veux retrouver chez toi ta mère irréprochable, car voici que son père et que ses frères lui enjoignent d'épouser Eurymaque. Il l'emporte par ses cadeaux sur tous les prétendants, et ne fait qu'augmenter sa dot. Crains qu'un trésor ne sorte malgré toi de ta maison. Tu sais quel cœur garde une femme au fond de sa poitrine. Elle fait tout pour enrichir le galant qui l'épouse. Mais ses premiers enfants et le mari qu'elle a perdu, elle a tout oublié et ne s'y intéresse plus. Tâche, une fois rentrée, de confier tout ton avoir à celle des servantes que tu crois la plus fidèle, jusqu'à temps que le ciel t'envoie une digne compagne. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. Les chefs des prétendants se sont à dessein embusqués dans la passe d'Ithaque et de la rocheuse Samée pour te tuer avant que tu sois revenu chez toi. Mais ne crains rien. Avant, la terre en recevra plus d'un de tous ces prétendants qui te dévorent ton avoir. Maintiens donc à l'écart des îles ta robuste nef et navigue toute la nuit. Tu auras vent arrière, grâce à l'appui du Dieu qui te protège et qui te garde. Puis dès que tu auras touché le premier cap d'Ithaque, tu renverras ta nef et tous tes gens jusqu'à la ville. Mais toi, pour commencer, tu te rendras chez le porcher qui veille sur tes ports et qui te veut toujours du bien. Passe la nuit là-bas, et dis-lui d'aller à la ville pour avertir ta mère, la très sage Pénélope, que tu es rentré de Pylos, sans mal et sans encombre. » À ces mots, elle regagna les hauteurs de l'Olympe. L'autre arracha le Nestoride aux douceurs du sommeil, en le poussant du bout du pied, et lui parla ainsi. « Debout, fils de Nestor, amène tes coursiers rapides, attelle-les au char, et reprenons la route ensemble. » Et Pisistrate, le fils de Nestor, lui répondit. « Si pressé qu'on soit de partir, on ne peut, Télémaque, rouler dans cette obscurité. Mais l'aube n'est plus loin. Attends que Ménélas, l'Atride illustre par sa lance, vienne déposer les présents sur le siège du char, et te donne congé avec des paroles aimables. Car l'étranger conserve à tout jamais le souvenir de l'hôte qu'il a honoré d'une tendre amitié. » À peine avait-il dit que l'aube au trône d'or parut. Alors, sortant du lit d'Hélène aux superbes cheveux, Ménélas à la voix sonore s'en vint les rejoindre. Aussitôt que le fils d'Ulysse eut aperçu le roi, il s'empressa de revêtir une robe luisante et jeta un large manteau sur ses fortes épaules. Il alla vers la porte et s'approchant de Ménélas, Télémaque, le fils du divin Ulysse, lui dit « Atride Ménélas, enfant de Zeus, chef de guerriers, laisse-moi rejoindre à présent le pays de mes pères. Mon cœur n'a plus qu'un vœu, c'est de retourner au logis. » À ces mots, Ménélas au cri sonore répondit « Je ne te retiendrai pas davantage, Télémaque, puisque tu veux rentrer chez toi. Je blâme également dans l'hôte qui reçoit chez lui l'excès d'empressement et l'excès de froideur. Je préfère en tout la mesure, et trouve aussi mauvais de presser le départ d'un hôte qui n'y tient pas que de le retenir contre son gré. Choyons l'hôte présent, renvoyons-le s'il veut partir. Mais attends que je mette sur le char mes beaux présents. Tes yeux pourront les voir pendant que j'irai dire aux femmes d'apprêter dans la salle un repas tiré des réserves. N'y a-t-il pas tout à la fois renom, gloire et profit à bien manger avant que d'entreprendre un long voyage? Si tu veux traverser les Lades et toute l'Argolide, je t'attellerai mes chevaux et t'accompagnerai. Nous passerons de ville en ville, et jamais les mains vides, car où que nous allions, on nous offrira quelque objet, que ce soit un trépied ou un chaudron en bel airain, un vase en or massif ou une paire de mulets. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Atride Ménélas, enfant de Zeus, chef de guerriers, je veux rentrer tout droit dans mon pays, car en partant je n'ai laissé personne pour veiller sur mes richesses. En cherchant mon père divin, j'aurais peur de périr ou de voir dérober quelque trésor de mon palais. » En entendant ces mots,
Ménélas à la voix sonore ordonna aussitôt à son épouse et aux servantes d'apprêter dans la salle un repas tiré des réserves. Survint alors Éthéonéus, le fils de Boéthos, qui sortait de son lit, car il logeait non loin de là. Le brave Ménélas lui dit de rallumer le feu et de rôtir les viandes, ce qu'il fit sans plus tarder. Ménélas descendit alors dans la chambre odorante, non point seul, mais suivi d'Hélène et de Mégapentès. Et quand il eut rejoint l'endroit où étaient ses trésors, l'Atride pour sa part prit une coupe à double fond et invita son fils Mégapentès à emporter un cratère d'argent. Hélène était devant ses coffres remplis des voiles fins qu'elle avait brodés de ses mains. Hélène alors, cette femme divine, en retira le voile le plus grand et le plus finement brodé. Il était placé tout au fond et brillait comme un astre. Puis ils revinrent tous les trois à travers le palais retrouver Télémaque, et le blond Ménélas lui dit « Que Zeus tonnant, l'époux d'Héra, t'accorde, ô Télémaque, d'achever ton retour, comme ton âme le souhaite. De tous les objets d'art que je conserve en ma demeure, je m'en vais t'offrir le plus beau et le plus précieux. Je t'offrirai ce cratère ouvragé, tout en argent, rehaussé sur les bords d'une lisière de vermeil. C'est l'œuvre d'Héphaïstos. Il me vient du roi de Sidone, du brave Phaédimos, qui m'abrita dans sa demeure sur le chemin de mon retour. Je veux t'en faire hommage. » À ces mots, le grand Ménélas remit entre ses mains la coupe à double fond. Le vigoureux Mégapentès déposa devant lui le brillant cratère en argent, cependant que, tenant le voile, Hélène aux belles joues s'arrêtait près de lui et lui parlait de cette sorte. « Mon cher enfant, reçois aussi ce souvenir d'Hélène, ce travail de ses mains. Puisse au jour béni de tes noces ta femme le porter, et que ta mère, jusque-là, le garde sous son toit. Je te souhaite bon retour dans ta haute maison et sur le sol de ta patrie. » Et de lui tendre ce cadeau, qu'il reçut avec joie. Le héros Pisistrate déposa tous les présents dans le panier du char, les admirant l'un après l'autre. Puis le blond Ménélas les conduisit dans la grande salle, et ils allèrent tous s'asseoir aux bancs et aux fauteuils. Une servante apporta une belle aiguière en or et leur versa l'eau pour les mains sur un bassin d'argent. Puis elle dressa devant eux une table polie. Une digne attendante vint leur apporter le pain et leur servit fort ce bon mets tiré de ses réserves. Le fils de Boéthos tranchait et partageait les viandes. Les chansons, lui, était le fils du noble Ménélas. Alors chacun tendit les mains vers les plats préparés. Puis quand ils eurent satisfait la soif et l'appétit, Télémaque et le rejeton illustre de Nestor lièrent les chevaux, et montant sur le char superbe, le firent sortir de la cour et du porche sonore. L'Atride Ménélas aux cheveux blonds les escortait, tenant en main, pour faire les libations d'adieu, sa coupe d'or pleine d'un vin aussi doux que le miel. Il s'arrêta devant le char et dit en la levant « Chers jeunes gens, salut à vous, et salut à Nestor, ce meneur de guerriers, que j'ai aimé comme un vrai père, tant que nous avons combattu dans le pays de Troie. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Sois sûr, enfant de Zeus, qu'une fois arrivé là-bas, nous lui répéterons tous tes propos. Puissé-je aussi, de retour au pays, trouver Ulysse en sa demeure, lui dire avec quelle bonté tu m'as reçu chez toi, et combien de riches cadeaux je rapporte chez moi. » Comme il parlait ainsi, un oiseau passa sur sa droite, un aigle ayant une oie, une grosse volaille blanche, entre ses serres, cependant que valets et servantes le suivaient en poussant des cris. L'aigle s'approcha d'eux, puis devant les chevaux, partit à droite. À cette vue, chacun se réjouit, et tous les cœurs s'épanouirent. Le Nestoride Pisistrate alors prit la parole. « Dis-nous, ô Ménélas, enfant de Zeus, grand capitaine, si c'est pour nous ou pour toi seul que le ciel se déclare. » À ces mots, Ménélas, chéri d'Arès, se demanda comment il pourrait bien leur faire une sage réponse. Mais prenant les devants, Hélène au long voile leur dit « Écoutez-moi, je vais vous révéler la prophétie qu'un dieu me jette au cœur et qui va se réaliser. Comme l'aigle a quitté les monts, son nid et son berceau, pour nous ravir une volaille élevée au palais, de même Ulysse, après maintes misères et maintes errances, reviendra au logis pour se venger. Peut-être est-il déjà rentré, semant la mort chez tous les prétendants. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Que Zeus le veuille ainsi, l'époux retentissant d'Héra, et même de là-bas, je t'invoquerai comme un dieu. » Sur ce, il fouetta ses chevaux, qui franchirent la ville et s'élancèrent vers la plaine en redoublant d'ardeur. Le joug, sous leurs deux coups,
tressauta toute la journée. Le soleil se couchait, et l'ombre envahissait les rues, comme ils atteignaient Phère et la maison de Dioclès, qui était fils d'Orsilocos et petit-fils d'Alphée. Il les accueillit sous son toit pour y passer la nuit. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, ils attelèrent, puis montèrent sur le char brillant, qu'ils dégagèrent de l'entrée et du porche sonore. Un coup de fouet fit s'envoler sans peine les coursiers. Ils eurent vite atteint la haute cité de Pylos, et Télémaque alors s'adressa au fils de Nestor. « Nestoride, me promets-tu de suivre mon conseil? Nous pouvons nous glorifier d'être à jamais des hôtes, puisque nos pères sont amis et notre âge identique. Et ce voyage aura encore resserré notre entente. Conduis-moi donc au port, enfant de Zeus, mais pas plus loin, de peur que le vieillard ne m'oblige à rester chez lui pour fêter ma venue. Il faut que je parte au plus vite. » Il dit, et le fils de Nestor réfléchit en son âme au meilleur moyen d'accomplir la promesse exigée. Tout bien pesé, voici ce qui lui parut le plus sage. Il se rabattit vers la nef rapide, au bord des flots, et déposa sur le gaillard les superbes présents, les vêtements, et l'or dont Ménélas l'avait comblé. Puis, pressant Télémaque, il dit ces paroles zélées. « À présent, monte vite à bord, et embarque tes gens avant que je ne sois rendu et ne parle au vieillard. Dans mon esprit et dans mon cœur, je ne le sais que trop. C'est un grand violent. Il ne te laissera pas faire, mais viendra te chercher lui-même ici, et je t'assure qu'il ne rentrera pas sans toi, car il va s'emporter. » Il dit, et lançant vers Pylos ses coursiers au long crin, il rejoignit rapidement le palais de son père. Télémaque, pendant ce temps, courait donner ses ordres. « Amis, rangez tous les agrès dans notre noir vaisseau et embarquons, afin que nous puissions nous mettre en route. » En entendant ces mots, ils s'empressèrent d'obéir, et montant vite à bord, ils allèrent s'asseoir au banc. Pendant qu'ils s'affairaient ainsi, et que devant la poupe il faisait son offrande à Athéna, un étranger survint, fuyant Argos, où il avait tué son homme. C'était un devin de la race de ce Mélampos qui habita jadis Pylos, la mère des troupeaux, où il vivait, très riche, en un palais des plus superbes. Il s'expatria donc, fuyant tout à la fois sa terre et Nélé au grand cœur, le plus généreux des humains, qui avait retenu 1 an bon nombre de ses biens, cependant que chez Phylacos, chargé de lourdes chaînes, il endurait les maux cruels que lui avait valu la fille de Nélé et le fatal égarement dont l'avait frappé la terrible déesse Érynis. Mais, éludant la parque, il mena les bœufs mugissants de Phylacée jusqu'à Pylos, où il punit Nélé de son méfait. Puis quand il eut amené une épouse au foyer de son frère, il se rendit à l'étranger et s'enfuit dans la riche Argos, où le sort lui permit de s'établir et de régner sur de nombreux Argiens. Il y prit femme, se bâtit une haute maison, et eut 2 fils puissants, Antipatès et Mantios. Antipatès engendra Oïclès au cœur vaillant, dont naquit Amphiaros, l'entraîneur de guerriers, que chérissait Zeus portégide et qu'Apollon aimait par-dessus tout. S'il n'atteignit point le seuil des vieux jours, c'est qu'il périt dans Thèbes par les présents d'une femme. Il engendra 2 fils, Alcméon et Amphilocos. Mantios, lui, eut 2 enfants, Polyphide et Clitos. Clitos, du fait de sa beauté, fut ravi par l'aurore au trône d'or, pour séjourner parmi les immortels. Quant au valeureux Polyphide, Apollon fit de lui le meilleur des devins, à la mort d'Amphiaros. Fâché contre son père, il partit pour Hyperésie. Il s'y fixa, et tous les gens venaient le consulter. Celui qui arrivait, c'était son fils, Théoclymène. Il s'approcha de Télémaque et le trouva priant et offrant sa libation auprès du noir vaisseau. Lors, s'adressant à lui, il dit ces paroles zélées. « Ami, puisqu'en ce lieu je te vois faire un sacrifice, je t'en conjure au nom de ces offrandes par le ciel, comme aussi par ta tête et celle de tes compagnons. Dis-moi l'exacte vérité et ne me cache rien. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents, ta cité ?» Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Je vais donc, étranger, te parler en toute franchise. Ma famille à moi est d'Ithaque, et mon père est Ulysse, si je n'ai pas rêvé. Mais il est mort de triste mort. Aussi ai-je emmené des gens sur ce navire noir pour aller m'informer de lui et de sa longue absence. » Alors Théoclymène au visage de Dieu lui dit « Moi aussi j'ai quitté ma terre, ayant tué un homme de ma race. Il avait dans le riche pays d'Argos beaucoup de frères et d'alliés qui régnaient en seigneurs. J'ai fui pour éviter la mort et la funeste parque.
mon destin veut que désormais j'erre parmi les hommes. Laisse monter sur ton vaisseau l'exilé qui t'implore. Sauve-moi de leurs coups, car je suis sûr qu'ils me poursuivent. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Tu le veux, reste donc sur mon navire bien galbé, viens avec nous. Je ferai tout pour t'accueillir là-bas. » Il dit, et lui prenant sa lance à la pointe de bronze, la déposa sur l'un des deux gaillards de son vaisseau, puis monta à son tour sur ce vaisseau de haute mer. Il vint se placer à la poupe et fit ensuite asseoir Théoclymène à ses côtés. On largua les amarres. Télémaque, exhortant ses compagnons, leur ordonna de lier les agrès, ce qui fut fait avec entrain. On dressa bien haut le sapin du mât, qui fut planté dans le creux du coursier. Ensuite on raidit les étais, et la drisse de cuir tordu hissa les voiles blanches. Athéna aux yeux pairs leur envoya un vent propice, qui fondit du haut de l'éther et permit au navire d'achever au plus tôt sa course à travers l'onde amère. Ils passèrent devant Crounoï, Chalcis aux belles eaux. Le soleil se couchait, et l'ombre envahissait les rues, quand la brise de Zeus leur fit doubler le cap de Phéès et longer la divine Élide, où règne l'Épéen. Télémaque cingla de là vers les îles pointues, se demandant s'il serait pris ou en réchapperait. Pendant ce temps, Ulysse et le divin Porché soupaient dans la cabane, et avec eux mangeaient aussi les autres. Sitôt qu'ils eurent satisfait la soif et l'appétit, Ulysse leur parla, pour tâter le Porché et voir si l'entourant encore de ses soins, il lui dirait de rester sous son toit ou s'il l'enverrait à la ville. « Écoutez-moi, Eumée et vous autres, ses compagnons. Demain, dès l'aube, j'aimerais m'en aller à la ville y mendier, afin de n'être plus à votre charge. Aide-moi donc de tes conseils et me donne un bon guide pour m'y conduire. Une fois arrivé, il faudra bien que je quémande un bout de pain ou une tasse d'eau. Mais si jamais je peux entrer chez le divin Ulysse, je mettrai au courant la vertueuse Pénélope, et je me mêlerai à ces infâmes prétendants pour qu'ils me donnent à manger, eux qui n'en ont que trop. Je suis prêt à faire pour eux tout ce qu'ils me demandent, car je vais te le dire, écoute-moi et comprends bien. Grâce à une faveur d'Hermès, le messager des dieux, qui donne beauté et renom au travail de tout homme, pour le service, aucun mortel n'arrive à ma hauteur. Bien disposer un tas de bois, fendre les bûches sèches, trancher la viande, la griller, ou faire les chansons, je sais tous les métiers qu'un pauvre exerce chez les riches. » Outré par ces propos, tu répondis, Porché Eumée. « Ah, misère, mon hôte, où ton esprit a-t-il trouvé pareil projet? Tu tiens vraiment à périr ici même, puisque tu veux te joindre à la foule des prétendants, dont l'insolence et les excès vont jusqu'au ciel de fer. Ils ont pour les servir des gens d'une toute autre allure. Ce sont des jeunes gens aux beaux manteaux, aux belles robes, aux cheveux toujours bien huilés, au visage agréable, qui se chargent de les servir, et leurs tables polies fléchissent sous le poids du pain, des viandes et du vin. Reste donc avec nous, nul n'est gêné par ta présence, ni moi, ni aucun autre parmi ceux qui me secondent. Mais sitôt que le fils d'Ulysse sera de retour, c'est lui qui mettra sur ton corps la robe et le manteau, et qui te conduira là où ton cœur te dit d'aller. » Ulysse l'endurant lui fit alors cette réponse. « Que Zeus père daigne t'aimer comme je t'aime, Eumée, pour avoir mis un terme à mon errance et à mes peines. Rien n'est plus dur pour un mortel que ce vagabondage. Ah, ventre de malheur, qui fait tant souffrir les humains voués à une vie errante et à ses noirs tourments. Mais puisque tu veux à tout prix que j'attende ton maître, si tu me parlais de la mère du divin Ulysse et de son père, qu'il laissa au seuil de la vieillesse, sont-ils tous deux encore vivants sous les feux du soleil, ou sont-ils déjà morts et dans les demeures d'Hadès? » Alors le maître des Porchés lui fit cette réponse. « Cher hôte, je vais te le dire, et sans rien te cacher. Laërté vit toujours, mais demande sans cesse à Zeus que la vie abandonne son vieux corps en sa maison. Il pleure désespérément l'absence de son fils et la mort de sa digne épouse, qui lui a causé une peine infinie et l'a fait vieillir avant l'âge. Le deuil de son fils glorieux l'avait anéanti. Ah, quelle affreuse mort! Puisse-t-elle épargner tous ceux qui dans cette île me sont chers et me veulent du bien. Moi, tant qu'elle était là, en dépit de son noir chagrin, j'avais plaisir à lui parler et à l'interroger, car j'avais grandi aux côtés de sa fille cadette, de Ctymène, la digne vierge à la robe flottante, et je reçus ainsi, ou peu s'en faut, des mêmes soins. Quand nous eûmes atteint tous deux l'aimable adolescence, on la maria dans Samé contre une dot énorme. Pour moi, la reine me donna de superbes habits, une tunique et un manteau, me chaussa de sandales et m'envoya au champ.
elle ne m'en aima pas moins. Et me voilà privé de tout. Mais les dieux bienheureux bénissent le travail auquel je me suis attaché. C'est assez pour manger, pour boire et pour faire l'aumône. Mais de notre maîtresse, aucune douceur à attendre, nul mot, nul geste, depuis que ces insolents sévissent dans le palais. Pourtant les serviteurs ont grand besoin de lui adresser la parole, de l'interroger, de manger et de boire un coup, puis d'emporter au champ un de ces riens qui leur dilate chaque fois le cœur. Alors Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Grand Dieu, tu étais donc encore enfant, porché Eumée, lorsque tu te trouvas loin de ta patrie et des tiens. Allons, explique-toi, et parle sans rien me cacher. Fût-ce durant le sac d'une cité aux larges rues, la même où habitaient ton père et ton auguste mère? Ou étais-tu seul à garder tes moutons et tes bœufs, quand des pirates t'ont pris sur leur nef, et sont venus te vendre au seigneur de ces lieux moyennant un bon prix? Alors le maître des porchers lui fit cette réponse. Puisque tu veux savoir, mon hôte, et que tu m'interroges, écoute et ne dis rien. Reste assis, prends ton temps et bois. Ces nuits-ci sont bien longues. Libre à chacun de dormir ou d'écouter une plaisante histoire. Il ne faut pas se coucher avant l'heure. On se fatigue à trop dormir. Vous autres, si vous en avez le cœur et le désir, allez coucher dehors. Demain, à la pointe du jour, sitôt le repas pris, partez avec les porcs du maître. Pour nous, tout en buvant et en mangeant dans cette hutte, nous aurons plaisir l'un et l'autre à nous ressouvenir de nos tristes chagrins. La douleur passée a son charme pour ceux qui ont beaucoup souffert et beaucoup voyagé. Tu m'as posé des questions, je vais donc te répondre. L'île de Syria, peut-être en connais-tu le nom, se trouve au-dessus d'Ortygie, au couchant du soleil. Elle renferme peu de gens, mais c'est un bon terroir. Des vaches, des moutons, du vin, du froment tant et plus. Jamais on n'y voit de famine, et nul autre fléau ne vient jamais s'abattre sur les malheureux mortels. Mais quand les générations vieillissent dans la ville, Apollon, dieu à l'arc d'argent, escorté d'Artémis, s'approche d'eux et les abat de ses plus douces flèches. Entre elles, 2 cités s'en partagent toutes les terres et sont soumises l'une et l'autre au pouvoir de mon père, Ctésios, fils d'Orménos, homme semblable aux immortels. Un jour survinrent des Phéniciens, de vrais rapaces, montés à bord d'un noir vaisseau bourré de pacotilles. Or, il y avait chez mon père une Phénicienne, une grande et superbe fille experte en fins ouvrages, et les Phéniciens astucieux l'entortillèrent. Un jour qu'elle était au lavoir près de la creuse nef, l'un d'eux la séduisit. Voilà comment se font piéger de tendres créatures, si honnêtes qu'elles soient. Sur ce, comme il lui demandait son nom et sa patrie, elle s'empressa d'indiquer le palais de mon père. Je suis native de Sidone, la cité riche en bronze, et je suis fille d'Aribas, chez qui l'or coule à flot. Mais comme je rentrais des champs, des marins de Taphos, des pirates, m'ont enlevé, et sont venus ici me vendre au seigneur de ce lieu, moyennant un bon prix. Alors celui qui l'avait séduite en secret lui dit « Voudrais-tu à présent nous suivre et rentrer au pays, pour y revoir tes pères et mères en leur haute maison, car ils sont toujours là et passent pour être très riches. » Alors la femme reprit la parole et répondit « Cela pourrait se faire, matelot, si vous vouliez promettre sous serment de me ramener saine et sauve. » À ces mots, ils prêtèrent tous le serment demandé. Et dès qu'ils eurent prononcé et scellé le serment, la femme prit de nouveau la parole et répondit « Silence maintenant, et que personne d'entre vous ne vienne me parler, s'il me rencontre dans la rue ou à la source. Il ne faut pas qu'on aille à la maison avertir le vieillard. S'il l'apprenait, il me lierait d'une corde solide et méditerait votre perte. Gardez bien ce conseil en tête, et pressez vos achats. Dès que votre navire aura son plein de marchandises, vite, envoyez quelqu'un m'en avertir dans ce logis. J'emporterai tout l'or qui me tombera sous la main. Je tâcherai d'y joindre aussi le prix de mon passage, car j'élève dans le palais le fils de ce seigneur. Malin comme pas deux, il court après moi dans la rue. Si je l'emmène à bord, on vous en donnera bon prix, en quelque lieu que vous alliez le vendre à l'étranger. » À ces mots, elle s'en revint à la belle demeure. Les marchands restèrent chez nous pendant toute une année, remplissant le creux de leur nef de maintes marchandises. Mais quand la cale fut bondée et qu'il fallut partir, ils envoyèrent l'un des leurs en avertir la femme. Ce fut un fin matois qui se présenta chez mon père. Il apportait un collier d'or, paré de perles d'ambre. Pendant qu'au palais mon auguste mère et les servantes le palpaient de leurs mains et s'en rassasiaient les yeux et marchandaient, lui sans un mot fit un signe à la femme, et le signe perçu, regagna son navire creux. Elle,
me prenant par la main, m'entraîna au dehors. Dans l'avant-salle, elle trouva les coupes et les tables du festin que mon père avait offert aux invités. Ceux-ci étaient partis siéger au Parlement du peuple. Vite, elle prit 3 coupes, qu'elle cacha dans son sein, tandis que moi je la suivais, pauvre fou que j'étais. Le soleil se couchait et l'ombre envahissait les rues. Nous descendîmes en courant jusqu'au port bien connu, où les Phéniciens avaient mouillé leurs prompts vaisseaux. L'équipage, embarqué, cingla sur la route des ondes avec nous 2 à bord, et Zeus nous envoya le vent. 6 jours durant, on navigua, de jour comme de nuit. Zeus, le fils de Cronos, nous ouvrait le 7e jour, quand l'archère Artémis décocha un trait sur la fille. Comme un oiseau de mer, elle s'écrasa dans la cale. Ils la jetèrent dans les flots, où phoques et poissons en firent leur pâture, et je restai seul à pleurer. Le vent et le courant nous entraînèrent vers Ithaque, et c'est là que Laërté m'acheta de ses deniers. Voilà comment mes yeux ont découvert cette contrée. Alors Ulysse, rejeton de Zeus, lui répondit. Tu m'as ému le cœur au plus profond de moi, Eumée, en me racontant tous les maux que ton âme a soufferts. Pourtant, même dans le malheur, Zeus t'a voulu du bien, puisqu'après tant d'écueils tu es entré dans la maison de cet homme si doux, qui te donne en ami le boire et le manger, et que tu vis tranquille, alors que moi, pour arriver ici, j'ai dû errer de ville en ville. Voilà quels étaient les propos qu'ils échangeaient entre eux. Mais leur sommeil ne dura pas longtemps. Il fut très court, car l'aube au trône d'or pointait. Déjà sur le rivage, les gens de Télémaque amenaient promptement les voiles et déplantaient le mât, puis de ramer vers le mouillage, où ils jetèrent l'ancre et attachèrent les amarres. Alors ils débarquèrent tous sur la grève de mer pour faire à manger et couper le vin au sombre feu. Sitôt qu'ils eurent satisfait la soif et l'appétit, le sage Télémaque prit la parole et leur dit « Poussez à présent votre nef jusqu'au port de la ville. J'irai de mon côté à travers champs chez les bergers. Ce soir, quand j'aurai vu mon bien, je rentrerai en ville. Demain matin, vous recevrez pour prix de mon passage un bon repas de viande, arrosé d'un vin des plus doux. » Alors Théoclymène, au visage de Dieu, lui dit « Et moi, mon cher enfant, où faudra-t-il que je m'en aille? Chez quelqu'un de ces rois qui tiennent la rocheuse Ithaque, ou directement chez ta mère, en ta propre demeure ?» Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « En tout autre moment, je te dirais de t'en aller chez nous, on n'y manque de rien. Mais il vaut mieux pour toi ne pas venir, car je vais être absent. Quant à ma mère, tu ne la verras pas. Elle se montre peu aux hommes qui sont ici, et s'isole à l'étage pour tisser. Mais je vais t'indiquer quelqu'un d'autre chez qui aller. C'est le noble Eurymaque, fils de Polybe le sage, que le peuple d'Ithaque honore déjà comme un dieu. C'est de loin le meilleur des prétendants. Son seul désir est d'épouser ma mère et d'occuper le rang d'Ulysse. Mais Zeus, maître du haut Olympe, est le seul à savoir si le jour de leur mort ne viendra pas avant leurs noces. » Comme il parlait ainsi, un oiseau passa sur sa droite, un faucon, messager rapide d'Apollon. Ses serres tenaient une colombe, qu'il plumait, et le duvet tombait entre les pieds de Télémaque et le vaisseau. Théoclymène, l'appelant à l'écart de ses gens, le flatta de sa main et l'interpella en ces termes. « Mon enfant, c'est un dieu qui t'a envoyé cet oiseau. J'ai bien compris en le voyant que c'était un présage. Il n'est point de famille plus royale que la vôtre en ce pays d'Ithaque, et vous y régnerez toujours. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Plaise aux dieux étrangers que tes paroles s'accomplissent. Tu recevrais bientôt de moi de tels gages d'amour que tout le monde en te voyant vanterait ton bonheur. » Et se tournant vers Piraéos, son compagnon fidèle. « Piraéos, fils de Clytios, toi qui me sers en tout mieux qu'aucun de ceux-là qui m'ont suivi jusqu'à Pylos, fais-moi le plaisir d'emmener cet hôte en ta maison, qu'on le fête et l'honore, en attendant que je revienne. » Piraéos, le fameux lancier, lui fit cette réponse. « Cher Télémaque, reste au champ tout le temps que tu veux, je prendrai soin de lui, et il ne manquera de rien. » Il dit, et remontant à bord, donna l'ordre à ses gens de monter à leur tour et de détacher les amarres. Ils embarquèrent donc en hâte et prirent place au banc. Télémaque mit à ses pieds de superbes sandales et alla prendre sur le pont sa longue javeline à la pointe de bronze. Ensuite on largua les amarres et l'on mit le cap sur la ville, ainsi que Télémaque, le fils du noble Ulysse, en avait donné l'ordre aux gens. Quant à lui, il se dirigea en hâte vers l'étable où se trouvaient ces grands troupeaux de porcs, parmi lesquels dormait le bon porcher tout dévoué à ses 2 maîtres.